La Silicon Valley est un monde d'optimistes. Tu ne peux pas créer la Silicon Valley dans un monde de pessimistes. Si on oublie tout ce qu'on se raconte et tout ça, c'est quand même des mecs qui foutent des sommes que n'importe qui aurait peur de jouer pour des gars sortis d'école qui ont une idée qui peut-être gagnera de l'argent un jour avec un taux de failure de 99%. Si t'es pas dans un monde d'optimistes, la Silicon Valley n'a aucun rationnel. Ok, alors le zoom du jour, c'est Blue Sky. La question que je vais te poser, Alex, c'est s'agit-il d'une simple hype passagère ou d'un véritable concurrent à Twitter/X? Et puis derrière, j'ai envie aussi que l'on se pose les deux questions suivantes. Est-ce que finalement le fondateur d'une app sociale a intérêt à être politisé? Parce qu'on peut parler de Blue Sky, on peut parler de est-ce que l'application va marcher ou pas. Mais la question aussi, c'est toutes les personnes qui partent, pourquoi est-ce qu'elles partent? Et est-ce que finalement Elon Musk ou quel que soit le fondateur de l'application sociale en question a intérêt d'un point de vue purement économique d'afficher clairement son idéologie? Je sais pas. Autre question sur le sujet aussi, est-ce que le destin des marques qui deviennent des médias, c'est de finir politisé? Parce qu'en fait, on assiste de plus en plus à une médiatisation des boîtes, ou plutôt, pour mieux reformuler, on voit de plus en plus de boîtes qui deviennent des médias. Or, la plupart des médias sont politisés d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que par le langage qu'ils emploient. Et donc, est-ce que finalement le destin de plus en plus de marques, c'est d'être politisé in fine, quoi. Donc voilà, les trois questions que j'aimerais bien que l'on aborde dans ce zoom du jour sur Blue Sky. Et puis après, également, on va voir en fin d'épisode 3 actus en bref avec Disney qui se lance dans les croisières. On va voir également le nouveau business manager pour les jeux vidéo qui est valorisé plus de 100 milliards de dollars, pas mal. Et puis, un autre sujet que j'ai trouvé intéressant, c'est les apps de rencontres qui s'associent de plus en plus avec des marques de sport. Donc voilà, le mélange des mondes qui est assez intéressant dans une transformation voilà, une sorte dans l'époque dans laquelle on est, il y a une sorte de transformation des applications de rencontres, notamment avec les time left et tout qui commence à bien apparaître. Voilà le problème du jour. Donc première question, et déjà Alex, est-ce que tu peux nous faire peut-être un état des lieux de Blue Sky, ce que c'est? Ouais, alors Blue Sky, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un concurrent de Twitter, donc de Twitter X, avec une particularité hyper importante, c'est qu'en fait, ça émane de Twitter. Et on va y revenir dessus parce que ça a vraiment son importance. C'est vraiment hyper important. Ça a été fondé, en fait, à la base, notamment par Jack Dorsey, donc le PDG historique et fondateur de Twitter à la base. Et aujourd'hui, bon, c'est une boîte indépendante depuis 2021 ou 22, 23, je sais plus, mais c'est une boîte indépendante depuis quelques temps. Ils ont, aux dernières nouvelles, enfin, la dernière fois que j'ai regardé, une vingtaine de millions d'utilisateurs. Et comme tu l'as dit, en fait, ils ont essentiellement une vingtaine de millions d'utilisateurs en réaction à la prise de participation de Elon Musk dans Twitter. Et donc, il y a un côté politisé à l'affaire. Donc, déjà, je pense qu'il faut bien décorréler les deux sujets. Il y a le sujet techno, start-up, voilà. Et il y a le sujet, bon, un peu politico-politique, quoi, voilà. Qu'on a dit qu'on traiterait moins, mais donc juste, on va faire un point rapide dessus à la fin. Mais déjà, le côté technique. Le côté technique, c'est Twitter qui se veut décentralisé, puisque tu peux choisir le serveur sur lequel sont hébergées tes données, tu peux choisir les contenus de qui tu vois, et tu peux personnaliser entre guillemets l'algorithme avec ce qu'ils appellent, je crois, des block lists. Donc en gros, tu bloques des gens et donc les algos s'adaptent à vraiment ce que tu as envie de voir et théoriquement, tu es dans ce qu'on appelle un safe space. Mais sinon, l'appli, c'est Twitter. C'est Twitter d'il y a 2 ans, enfin c'est le même design, c'est la même chose, enfin c'est Twitter. Pour revenir un peu sur l'histoire de pourquoi ça a été lancé par Twitter, c'est parce que quand il y a eu, lors déjà de l'élection de 2020, des complexités politiques autour de ce réseau social, dans l'autre sens, à l'époque, où
où en gros Trump disait oui, j'ai été censuré, j'ai été machin, donc il y a beaucoup de gens qui ont voulu créer des alternatives. C'est ce qui a donné naissance à Truth Social de Trump, c'est ce qui a donné beaucoup de poids à Rumble, à Mastodon, à toutes ces boîtes-là qui sont en gros des copycats de Twitter, mais avec à chaque fois soit une idéologie politique marquée, soit un côté ultra-libertarien. Moi, mon analyse là-dessus, et elle va être assez rapide, je pense, c'est que technologiquement, en termes de boîtes, ces boîtes-là n'amènent rien de plus. Et si elles n'amènent rien de plus, que ce soit technologiquement à la limite, pourquoi pas, mais même en termes d'usage, elles amènent rien de plus. Contrairement par exemple à TikTok, réseaux sociaux qui est arrivé alors que les autres étaient déjà bien établis, si tu veux, donc pendant une période où on n'avait pas forcément besoin de nouveaux réseaux sociaux, ça arrivait avec un concept différent, un concept qui a séduit les gens. Alors après, ils ont dépensé des milliards et des milliards en ads pour le faire connaître rapidement, blablabla. Enfin, on pourrait revenir sur la stratégie de TikTok pour se déployer, mais il y avait un concept qui était nouveau, concept qui ensuite a été copié, et ainsi de suite, par Insta, et puis par tout le monde, YouTube, et ainsi de suite. Mais fondamentalement, il y avait un nouvel usage. Là, Blue Sky, et c'est la même chose pour Rumble ou tout ce que tu veux, il n'y a pas de nouveaux usages en fait. C'est le même usage. Et pour moi, mon analyse qui est assez rapide, puisque le fond de NBS, c'est de dire est-ce que ce truc-là va exploser? Est-ce que ce truc-là, c'est the next big shit, en gros? Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, ça va faire, d'ici quelques semaines ou quelques mois, ça va faire pchit. Les gens vont revenir soit sur Twitter, soit vont déserter Twitter, mais vont aller sur d'autres réseaux avec des concepts majeurs. Mais pour moi, on ne créera pas un copycat de Twitter avec uniquement les mecs qui sont un peu frustrés parce ou qui sont pas contents d'entendre ce qu'ils entendent sur une plateforme. Et c'est là où je reviens 2 secondes sur la question politique, qui est que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein, mon analyse est la même. Truth Social n'explosera pas plus que Blue Sky, si tu veux. Dans aucun des deux cas, le truc ne changera. Pour moi, le sujet, c'est il y a des usages de réseaux sociaux qui à un moment acquièrent ce qu'ils appellent un network effect, c'est-à-dire des grands, enfin énormément d'utilisateurs qui se répondent et qui créent un effet de réseau. Et cet effet de réseau, il est extrêmement difficile à dupliquer. Il y a qu'à voir le nombre de réseaux sociaux qui se sont plantés. Enfin, je veux dire, comment il s'appelle, Clubhouse, House Party. Enfin, il y en avait des dizaines à un moment pendant le Covid qui ont explosé, de trucs de simili vidéo, simili chat, simili, tu vois, trucs en live. Non, ça marche pas. C'est comme Periscope, quand ça a été racheté par Twitter, ça n'a pas marché. C'est comme Vine qui, malgré le fait qu'ils avaient fait un pré-Twitter avant Twitter, a explosé en vol. Enfin, Après TikTok, Vibe. Vine, un pré-TikTok, pardon. Oui. J'ai dit quoi? Twitter, après Twitter. Ah non, pardon, un pré-TikTok, pardon, oui, bien sûr. Et donc, si tu veux, je pense pas que ce soit the next big shit. Je pense, par contre, que c'est la preuve que quand quelque chose ne plaît pas aujourd'hui, on a assez facilement, je mets entre guillemets assez facilement parce que c'est quand même créé par Twitter à la base, mais assez facilement la capacité de recréer quelque chose. Donc la barrière, ça prouve un truc par contre qui est hyper important dans notre monde, c'est que la barrière à l'entrée technologique s'est effondrée sur beaucoup de sujets. Elle existe toujours sur l'IA, sur des trucs un peu compliqués, mais la barrière des produits web au sens très large du terme, donc réseaux sociaux compris, elle est devenue quasiment inexistante. Par contre, qu'est-ce qui défend ces business? Qu'est-ce qui défend Facebook? Qu'est-ce qui défend Insta? Qu'est-ce qui défend Snap? Qu'est-ce qui défend Twitter? Qu'est-ce qui défend, enfin, X? Qu'est-ce qui défend TikTok? Et voilà. C'est leur effet de réseau, d'après moi. Hyper intéressant. J'aimerais revenir sur 2 points. Déjà sur le dernier point que tu viens de dire là, et puis après sur en fait finalement il s'est passé quoi? Il y a eu 2 vagues qu'on a pu voir. Il y a eu la première vague, Elon Musk qui achète Twitter, 2022, je crois. Après cette première vague, 2022-2023, après cette première vague, on a eu Mark Zuckerberg qui s'est dit, OK, hop, on va lancer un concurrent Twitter, Threads, let's go, c'est parti. Et là, on a eu une première vague de migration où tout le monde s'est dit, OK, génial, Twitter, c'est un endroit qui est toxique, donc on va aller sur Threads qui va être quelque chose de beaucoup plus sympathique. OK. Et là, on a une seconde vague qui est Trump est élu et Elon Musk
qui possède Twitter, qui possède X, a fait campagne pour Trump. Et là, il y a une nouvelle vague de personnes qui se sont dit non, c'est plus possible, il faut absolument qu'on parte, on va partir ailleurs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que au lieu de dire on va partir sur Threads, qui compte, d'après les chiffres de Meta, plus de 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais au lieu de dire on va partir sur Threads, ils se sont dit non, on va partir sur le nouvel objet brillant qui à l'époque, donc en août dernier, en septembre-août, ils avaient 12 millions d'utilisateurs mensuels. Ils sont passés à plus de 20 millions assez récemment, justement. Donc, il y a un peu ce côté effet brillant, effet objet brillant. De dire, OK, bon, au lieu d'aller sur vraiment quelque chose qui marche, et dans tous les cas, il y a beaucoup d'engagement, il y a un effet de réseau, on part sur Threads, de toute façon, Threads, c'est meilleur. On part sur quelque chose qui, bon, peut-être, cette fois-ci, c'est le bon poulain, on va essayer d'aller chez eux, peut-être que eux, véritablement, ils peuvent détruire la plateforme qui est X. Ouais. Et donc, cet argument me fait penser qu'en effet, en fait, Threads n'était pas le bon poulain. Je t'invite à regarder les gros comptes sur Threads et regarder à quelle date ils ont arrêté de publier. Ils ont tous publié pendant des mois et puis au bout d'un mois, ils se sont lassés. Là, ça fait 4, 5, 6 mois où les grands comptes que j'avais l'habitude de suivre sur Threads ne publient plus rien. Et puis, à mon avis, Blue Sky, c'est la même chose. C'est bon, là, on espère que va y avoir quelque chose qui va se créer, un effet de réseau et donc véritablement une migration qui va s'opérer, qui va se tenir. Je ne crois pas. Donc voilà, il y avait vraiment ces deux vagues intéressantes. Peut-être qu'il y en aura une troisième plus tard, mais en tout cas pour l'instant, il y a eu cette période-là. Et le second sujet sur lequel je voulais revenir, c'était au niveau de la barrière technologique. Je suis pas vraiment d'accord avec toi, au sens où il n'y a jamais vraiment eu, selon moi, de barrière technologique pour créer un réseau social. Je parle de vraiment barrière technologique pure. Un Snapchat, un Twitter, un Facebook, ok, bon, elle a jamais été très élevée. Certes, avec l'IA, ça permet de construire ce genre de choses beaucoup plus rapidement. Mais c'est jamais vraiment ça qui a empêché un potentiel concurrent d'Instagram d'émerger, un potentiel concurrent de Twitter d'émerger. C'est uniquement, à mon avis, l'effet de réseau. Ah non, mais l'effet de réseau a toujours été le plus important. C'est juste que plus on avance, plus c'est facile de le faire, si tu veux. Parce que à l'époque de Facebook, en 2004, okay, si tu veux, c'était pas si simple de créer Facebook. Il y avait quand même des questions de serveurs qui à l'époque étaient extrêmement onéreuses, encore plus qu'aujourd'hui. Tu n'avais pas de cloud, tu n'avais pas de machin. Enfin, on était quand même moins développé de 2004 à 2010 qu'on ne l'est aujourd'hui, si tu veux. Mais oui, je suis d'accord avec toi. La barrière numéro 1 d'un social media, ça a toujours été son effet de réseau. Une fois que le réseau a acquis la position dominante, c'est extrêmement difficile, voire impossible, de le virer. Et tu vois, ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, Blue Sky, l'argument de Blue Sky, la raison d'être de Blue Sky, tu l'as très bien dit au début, c'était le côté décentralisation. On va pas voler voler vos données, etc. Et finalement, en fait, ça, c'est pas tellement un argument qui convainc. Je pense pas que Telegram ait réellement réussi à se développer. Alors forcément, c'est un argument important, mais c'est surtout l'expérience utilisateur, comme tu as très bien dit, l'effet de réseau, qui cherche tout. Et pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on voit de plus en plus d'applications ou d'applications alors de moteurs de recherche ou que sais-je, qui se basent sur des arguments qui ne tiennent pas la route. Je pense notamment à des arguments écologiques sur tout ce qui va être les moteurs de recherche écologiques, sur tout ce qui va être les applications qui sont tournées vers l'écologie ou alors vers la sécurisation des données et des échanges. À la fin de la journée, la seule chose que les gens regardent, c'est l'expérience utilisateur et pour ce type d'app social-là et l'effet de réseau. Je suis entièrement d'accord avec toi, si tu veux. Le sujet, c'est quoi? C'est de dire, les gens, ils utilisent une app parce qu'elle est... Enfin déjà, elle remplit le besoin qu'ils ont en venant chercher cette app, de 1. Et de 2, parce que l'expérience utilisateur, l'UX, tout le look and feel, comme on dit, est cool, si tu veux, et fonctionne bien. C'est pour ça que c'est très difficile de déloger des gens de Google. C'est quasiment impossible. Pourquoi? Parce que Google, on peut leur reprocher plein de trucs. Alors, on verra avec l'IA et tout le search via IA qui est en train de se mettre en place. Mais jusqu'à maintenant, déloger Google, c'était improbable dans le sens où c'était factuellement
la meilleure appli de recherche. Et la seule qui réussissait, dans certains cas de figure, à le déloger, c'était Safari, quand tu as un iPhone et que tu as la flemme d'installer Google dessus. Pourquoi ? Parce que la barrière à installer Google est trop chiante. Voilà. Mais je pense que ces autres arguments, malheureusement, ils ne marchent pas. Enfin, moi, depuis 7 ans maintenant, que je suis des boîtes, que je suis dans des incubateurs, que je discute avec des fonds, que je bosse avec des fonds, que je bosse avec des entrepreneurs, enfin bref, j'ai vu quand même quelques boîtes. J'ai jamais vu une boîte dont la promesse était c'est blablabla, mais où on respecte vos données, ou c'est blablabla, mais en gros on respecte l'écologie. Vraiment explosé. Je te dis pas que tu peux pas avoir, tu vois, des néobanques green qui peuvent un peu fonctionner. Il y en a plein. Ça peut vaguement fonctionner. Ça peut avoir, ils peuvent attirer des gens et tout ça. Mais vraiment exploser au sens de j'ai mis une branlée à Google, ou j'ai mis une branlée à Twitter, ou j'ai mis une branlée au truc que j'essayais de dessouder de base. Pas une seconde, parce que souvent, malheureusement, ces arguments viennent compenser le fait que le reste de l'app est pas forcément extraordinaire. Si demain il y a une app qui se dit écologique ou une boîte qui se dit écologique et qui a un produit qui est largement supérieur, il n'y aura aucun problème. Elle le défoncera. Mais elle défoncera les anciens produits parce qu'elle est largement supérieure. Pas parce qu'il y a une promesse. Peu importe la promesse. Ça, c'est comme à une époque la grande mode de en fait je suis Airbnb pour tu vois les chiens aveugles. Ça c'était à un moment c'était la grande mode, c'était être le X de Y. Ça j'en ai jamais vu un qui a marché. Ah si quand même. Le super prof. Super prof qui faisait quoi ? C'était le truc de booking de cours du soir. C'est ça ouais. C'est ça. Là, ça a bien marché. Hein. Je crois qu'ils ont dépassé. Ils visent les 100 millions pour 2025 et ils sont à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ouais, mais en quoi ça invalide mon exemple ? C'est pas le Uber des profs ? Ou c'est parce qu'ils se vendaient comme ça ? Ouais, c'est exactement comme ça qu'ils ont. Le Airbnb des profs. Le Uber des profs. En gros, c'est le côté je suis l'intermédiaire et je crée une marketplace et je me mets en intermédiaire. Ou alors Miro, c'est un peu la même chose. Bon, ils ont mal fini, mais c'est un peu le même sujet. Ouais, mais Miro, ils se sont jamais brandés comme, pour les connaître à l'époque, ils s'étaient jamais brandés comme on est le Airbnb des photographes. On parle de ça, de ce Miro-là, pas Miro, M-I-R-O. Non, je te parle de M-E-R-O. Ouais, bien sûr. Oui, alors malheureusement, ils ont ça, c'était plus compliqué après, mais tu vois, ils avaient un branding quand même où ils étaient assez clairs sur ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas devenus. Alors peut-être que Superprof s'est brandé comme ça et que voilà, il y a forcément des exemples qui doivent confirmer. En fait, ils sont pas brandés comme ça, mais lorsque tu écoutes les interviews des deux fondateurs, à chaque fois, c'est ce qu'ils ont dit. Comment t'as eu l'idée ? Bah, c'est parce qu'à l'époque, il y avait ça et j'ai trouvé l'idée trop cool. Je me suis demandé, quel type de marketplace je pouvais faire. Ok, c'est un peu différent. Moi, je te parle de tous ces mecs-là, de toute cette vague de mecs qui se brandaient vraiment. On est tu vois, sur la description LinkedIn du truc, c'était on est le Airbnb de, encore une fois, truc pour chiens ou voilà, tu vois. Et je pense que c'est un peu le même écueil, c'est-à-dire en fait, l'écueil, parce que là, on peut dire ça, et tu vois, voilà, mais qu'est-ce qu'il faut retenir, à mon avis, de cette phrase, et qu'est-ce qu'il faut retenir de ce point-là, qui est hyper important, c'est de dire ce qui est important quand tu montes une boîte, et tu vois, on le voit sur nous, le sanctuaire, quand on a des retours, c'est on n'est pas le BNI du digital, ou je sais pas quelle connerie, tu vois, où on n'est pas un groupe avec une vision où on respecte les datas des gens. Enfin, probablement qu'on le fait, mais ce que je veux dire par là, c'est ce que les gens viennent chercher. C'est est-ce que la valeur ajoutée, en gros, est-ce que, dans tout truc, c'est est-ce que la valeur ajoutée est supérieure à ce que tu payes ? Je paye 1 euro, je veux 2 euros de valeur ajoutée. Ou autant que tu passes dessus. Exactement. Enfin, la valeur ajoutée, à la limite, la valeur perçue que tu en retires. La valeur perçue que tu en retires. Et ça, c'est pas dans la promesse, en fait. La promesse, elle te sert à venir. Mais si derrière, t'as pas un produit béton,
Je te donne un exemple. Moi, Will, demain, je dis que je fais des investissements éco-responsables, ce qui arrive dans certains de nos cas. On se brande pas comme ça, mais ça arrive dans certains de nos cas et on est très content de le faire. Tu vois. Pour autant, si le mec, je lui rends un rendement négatif, il va péter un câble. Il en aura rien à foutre que j'ai sauvé la planète. Et pour le coup, on est ravis de le faire. Mais on se brande pas comme ça parce que on sait pertinemment que c'est pas ce que la personne, l'allocateur d'actifs qui bosse avec nous, vient chercher. C'est important pour autant. Moi, je pense que c'est important. Mais c'est pas ce que la personne vient chercher. Donc, si la personne elle vient chercher quelque chose, il faut lui délivrer ce qu'elle vient chercher. Et c'est comme ça que t'espères être une boîte qui, 1, qui fonctionne, 2, qui a du referral, 3, où les gens recommandent, et ainsi de suite. Tu vois. J'ai une question par rapport à ça. On a vu énormément de marques quitter Twitter, notamment ces derniers jours pour aller sur Blue Sky, ou même des marques qui ont tout simplement arrêté de promouvoir leurs produits sur Twitter, sur X. Ça montre quand même une chose, enfin, tant qu'elles ne reviennent pas pour l'instant, ça montre quand même une chose, c'est que les marques ont l'air d'être beaucoup moins dépendantes des réseaux sociaux qu'elles paraissaient l'être il y a encore quelques mois de ça, quelques années de ça. Demain, si tu dis j'ai bêtise, mais à Duolingo, t'es plus sur TikTok, bah moi je me dis merde, c'est débile parce que tu vas perdre énormément d'utilisateurs, un branding de dingue et tout. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est le choix stratégique. Déjà, ça devient chose très intéressante. Il y a de plus en plus de choix stratégiques économiques qui sont dictés par l'idéologie. Qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs avec cette idéologie-là, hein. Mais ça pose quand même de sacrées questions sur qui prend des décisions et quel est le véritable drive du CEO de ce genre de boîte. Enfin, des boîtes qui prennent des décisions uniquement idéologiques, je pense que ça fonctionne un temps, mais ça fonctionne peut-être pas sur le long terme. Et puis derrière, à quel point est-ce que toutes ces boîtes qui quittent X, ou plutôt à quel point est-ce que les boîtes peuvent se permettre comme ça du jour au lendemain de dire un non à un levier d'acquisition aussi massif que X pouvait avoir, qui à son pic avait quand même atteint plus de 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels sur sa plateforme, quoi. T'es sûr de ce chiffre? Ouais. Ah C'était 900 millions. Attends, je vais redonner je mettrai pour le coup les chiffres en description. Ok. Je pensais qu'ils n'avaient jamais dépassé 5 ou 600 millions. C'était 938 millions de visiteurs uniques par mois en 2023. Et le pic, c'était plus de 1 milliard, plus de 1,5 milliard, le pic de visiteurs uniques par mois. Ok. Alors peut-être pas d'utilisateurs, attention, de visiteurs uniques par mois. De toute façon, si c'est un visiteur unique, c'est forcément un utilisateur. Pas forcément, parce que je pense que ce qu'il considère comme un utilisateur, c'est quelqu'un qui a un compte. Or, sur Twitter ou sur X, tu peux aller sans avoir fait. Bien vu. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Alors, donc la question là, elle est intéressante. C'est vrai qu'il faut réfléchir dessus. C'est de se dire, les marques, on entend depuis longtemps, elles peuvent plus se passer des réseaux sociaux et tout. Déjà. Moi, pour être plus précis, je dirais elles ne peuvent plus se passer d'une présence en ligne. Pour autant, elles peuvent, je dirais pas facilement parce que ce serait pas vrai, mais elles peuvent se passer de 1 ou 2 réseaux sociaux. Pour peu qu'ils soient très forts sur Insta et sur, j'en sais rien, tu vois, qu'ils soient très forts en SEO, la marque, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de X. Faudrait voir, tu vois, à quel point il y a besoin de beaucoup de lignes d'acquisition et à quel point pour les très grosses marques, leurs comptes social media sont vraiment des canaux d'acquisition. Non, je pense qu'au-delà d'un certain niveau, c'est plus vraiment des canaux d'acquisition, mais des canaux d'awareness. Salut, on existe, on s'en fiche si vous cliquez sur notre lien ou pas. Red Bull, c'est l'exemple parfait, tu vois. Red Bull, il n'y a pas un seul call to action pour acheter des putains de canettes. Ça va être uniquement des vidéos inspirantes. Et pour la plupart des marques, c'est ça, quoi. Ouais, mais dans ce cas-là, en effet, c'est pas un problème parce que vu que tu fais pas d'acquisition telle que nous on l'entend, c'est-à-dire que nous, quand tu vois par exemple, et comme beaucoup de business de petite taille, de taille moyenne et même qui commence à devenir un peu gros. Je discutais avec un ami qui fait toute son acquisition via LinkedIn et ensuite lui il a un discours très héroïste. Je me mets sur LinkedIn parce que ça me rapporte tant. Si ça me rapportait moins, j'arrêterais LinkedIn et j'irais ailleurs, tu vois. Enfin
purement pragmatique. Il n'y a pas de débat, tu vois. À l'inverse, ce genre de marques, elles peuvent se permettre de couper un truc parce que quelque part, leur branding peut potentiellement en ressortir grandi. Je te donne un exemple, hein. Mais si la marque pense que ses utilisateurs sont en défiance par rapport à Elon Musk, ok ? Le simple fait de faire un dernier post sur X en disant on quitte le truc parce que c'est des connards et nous on va aller ailleurs pour vous donner de l'info de meilleure qualité et ainsi de suite, suivez-nous. Tu signales à tes utilisateurs que tu es en train de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Et donc tu renforces ton branding. Si c'est pas une question purement pragmatique, héroïste. Et tu renforces ton branding sur le court terme. Parce que ces utilisateurs, ils vont très certainement rester sur X. Et donc, ils vont dire, ah, génial, trop cool, Virtue Signaling, j'adore, ça épouse totalement ma vision. Mais d'ailleurs, dans 6 mois, lorsque le même individu va scroller, il va plus voir sa marque, voire peut-être va peut-être voir des marques concurrentes, bah, il va s'abonner, il va les suivre, il va peut-être acheter chez eux. Donc, c'est une décision qui est court terme pour stimuler la dopamine de leurs prospects, mais sur le court terme. C'est vrai, mais d'ailleurs, tu verras que moi j'ai vu 3-4 fois ce que tu évoques là, aucun des comptes n'a jamais dit je pars définitivement de X. Hein. Les messages, tu les liras précisément, c'est jusqu'à nouvel ordre. Ah, ok, ouais. Attends que ça se calme. Là, on est encore dans l'effervescence de cette période qui a été un peu spéciale et qui a... En fait, et tu sais, on nous l'a dit, on a dit, vous avez beaucoup parlé de politique récemment et tout ça, on l'a évoqué dans le podcast bilan de la semaine dernière et on l'a évoqué dans des commentaires avec des gens qui nous regardent et c'est hyper important et encore une fois, merci de ces commentaires et continuez à en faire. Mais pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé politiquement de manière générale, que ce soit la France, les États-Unis, ces derniers mois, a eu un impact tellement grand et tellement mobilisé les médias et comme rarement quand même auparavant, que ça a touché toutes les sphères. Donc la sphère tech que nous, on couvre, entre guillemets, et sur laquelle on réfléchit. D'autant plus que la sphère tech était en première ligne, puisque son plus gros, on va pas se mentir, son représentant le plus connu aujourd'hui, que ce soit en termes de volume de réseaux sociaux, en termes de réussite, en termes du fait que ce soit l'homme le plus riche du monde, hein, quand même, voilà, a pris une position politique, ce qui était jamais le cas auparavant. Donc la tech s'est politisée. Mark Zuckerberg a été obligé de sortir un peu du bois et de dire des trucs. Bill Gates, qui le faisait déjà doucement, a été obligé de le faire de manière un peu plus véhémente. Je veux dire, et des mecs derrière de niveau un peu moindre, des cracks absolus, hein, qu'on soit bien d'accord, mais que l'on connaît peut-être moins, nous notamment en France, mais Mark Cuban, qui a pris position, Marc Andreessen, patron de Andreessen Horowitz, fonds de VC, qui a vachement pris position et qui va aider pour le Doge. Tu vois, toute cette sphère tech s'est mise à parler de ça. Et donc, je pense qu'il y a eu cette déformation. Et donc, je pense que maintenant, comme tu l'as dit, ça devient une vraie question technologique. Qui n'est pas juste ça marche pas, ils vont lever, ils vont pas lever, machin. Il y a... Peut-être que ça va disparaître. Hein. Je pense que au bout d'un moment, ça finira par disparaître, mais pendant un temps, il y a une déformation professionnelle, si tu veux, on va appeler ça comme ça, de la sphère tech vers le monde des idées, au sens large du terme, sans que ça rentre forcément dans la politique, au sens de comment fonctionne réellement le pays, machin, mais... Mais ça a toujours eu lieu, pour le coup, la tech a toujours eu un volet idéologique. Internet de base, même le Web 3, même l'IA, même tout ça. Ou idéologique, mais pas politique. Je suis incapable de te dire pour qui Steve Jobs votait. Impossible, enfin, à moins que quelqu'un ait des infos, mais jusqu'à il y a quelques années, j'étais incapable de dire pour qui Elon Musk votait. Et aucun de ces mecs-là ne prenait parti. Ils étaient complètement apolitiques. C'est pas pour autant qu'ils n'avaient pas d'idéologie, notamment l'idéologie de la tech. Il y a toujours eu cette idéologie de la tech, et notamment parce que c'est issu de l'idéologie de la Silicon Valley, qui est elle-même issue de la période hippie, des années 50, 60, 70, tu vois. Et donc, tout ce truc-là qui dit la tech doit régler nos problèmes, rien
n'est pas solvable par une bonne innovation technologique. C'est ce qu'on appelle enfin, pour ceux qui n'aiment pas, ça s'appelle du solutionnisme, en fait. C'est de dire, avec la tech, on finit par avoir une solution à tout. Ce qui est vrai, ce qui est faux, on pourrait en débattre, mais globalement, la tech va régler tous les problèmes. Ça a toujours été l'idéologie fondamentale de la Silicon Valley. Mais l'idéologie. C'est une vision très optimiste, d'ailleurs. Très optimiste, je trouve, quant au futur. On pourra en débattre plus tard. La Silicon Valley, mais il faut être clair, la Silicon Valley, pour y être allé, voilà, est un monde d'optimistes, de manière générale. Mais tu ne peux pas créer la Silicon Valley dans un monde de pessimistes. Enfin, je veux dire, la Silicon Valley, enfin, il faut quand même si on oublie tout ce qu'on se raconte et tout ça, et qu'on réduit au plus petit dénominateur commun, c'est quand même des mecs qui foutent des sommes que n'importe qui aurait peur de jouer sur des gars sortis d'école qui ont une idée qui peut-être gagnera de l'argent un jour, avec un taux de failure de 99%. Je veux dire, si t'es pas dans un monde d'optimistes, la Silicon Valley n'a aucun rationnel. La Silicon Valley n'a de rationnel et l'écosystème startup qui derrière c'est déversé partout, hein. L'écosystème VC, l'écosystème de tout ce qui touche à ça n'a de sens que parce que sur une très longue période on a réussi à valider que l'équation fonctionne parce que il y a le truc qui s'appelle la power law, c'est-à-dire que 5% des gagnants remboursent les 95% de ceux qui n'ont pas gagné ou voire qui ont perdu. Et parce que les mecs sont fondamentalement optimistes et sont hyper bons pour rebondir. Mais sinon, il y a aucun rationnel. S'il n'y avait pas ça et s'il n'y avait pas ce positivisme et cette loi qui a été validée sur, on va dire, le très long terme, alors on bosserait encore tous chez AXA, chez Crédit Agricole et chez des boîtes d'IMO traditionnelles. Parce que c'est sûr. Parce que quand tu construis des appartements, les gens ont besoin de se loger, et que quand les gens ont besoin de se loger, tu es à peu près sûr que, bon an, mal an, machin, tu vas finir par les vendre. Que quand tu es dans une banque, c'est solide, tu viens en costume tous les matins et qu'il n'y a pas de problème. Tu vois ? Et donc, la Silicon Valley porte en son sein une idéologie positiviste, globalement solutionniste, voire dans certains cas transhumaniste. En gros, quoi qu'on ait comme maladie, comme voilà, on va le régler par la tech ou par l'innovation ou par la nouvelle méthode de médecine, tout ce que tu veux. Sauf que avant, c'était une idéologie vaguement apolitique. Ils poussaient dans leur coin et c'était un microcosme. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. C'était une sorte de microcosme qui proposait ses produits et c'était des, tu sais, c'est Paul Graham qui dit hackers and painters. En gros, c'était des mecs, c'était des artistes quoi. Quelque part, quand Zuckerberg il sort le truc, il se dit pas tiens, je vais avoir une influence politique. Non, il se dit je sors un truc cool, je le mets, les gens, ça explose dans le monde entier, tout le monde gagne beaucoup d'argent et libère la parole, machin, mais sans volonté d'influencer derrière la politique. Et après, ensuite, la politique est venue se mêler de la première étape, c'est l'inverse. Hein, c'est la politique qui est venue se mêler de la Silicon Valley en disant vous avez trop de pouvoir maintenant, vous avez dépassé les barrières, avec Internet, vous êtes devenu trop gros, vous respectez pas toutes les lois, blablabla. La politique est venue se mêler de la Silicon Valley. Et du coup, la Silicon Valley a compris comment fonctionnait la politique. Je pense qu'aujourd'hui, la Silicon Valley s'implique de plus en plus en politique parce que elle veut que son idéologie fondamentale devienne une idéologie politique. Et parce qu'il y a des mecs qui se disent, mais attends, lui là, je prends les États-Unis, mais lui là, président, 85 ans, on dirait qu'il a plus toute sa tête. Si lui, il est capable de le faire, pourquoi pas moi ? Et comme la Silicon Valley est quand même, à mon avis, un endroit où il y a un peu d'ego qui se bat, hein, on va pas se mentir, les mecs se disent bah, pourquoi pas moi, président ? Tu crois en un baron de la tech, président des États-Unis en 2027 4, non, 8 ? Je pense que c'est pas impossible. Elon Musk, il pourra pas. Hein. Ouais, non, Elon Musk, je crois pas. Zuckerberg, à une époque, avait envisagé de se présenter. Il avait commencé à faire un tour des États-Unis. Enfin, il avait commencé à faire certaines choses très qui prouvaient qu'il avait un projet politique. Mais avec après, il y a eu toutes les affaires, les machins. J'ai l'impression qu'il a un peu remballé le truc. Mais il y en a tellement de mecs smart qui pourraient représenter à peu près ça. Entre les financeurs, les chercheurs, les patrons d'université, les entrepreneurs en tant que tels.
tu vois, peut-être qu'il y a aussi des mecs qu'on voit pas, mais tu vois, un grand prof de Stanford, tu vois, avec 25 ans d'expérience, qui a aidé 50 boîtes à se monter, qui est hyper au courant de comment fonctionne le pouvoir américain. Tu vois, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Je pense que la tech, qui était une industrie un peu de niche, est devenue une vraie force globale aujourd'hui. Alors, autre question maintenant. Est-ce que, selon toi, un fondateur de boîte a intérêt à être politisé? Publiquement, j'entends. Le mot intérêt, par là, j'entends un intérêt économique pour sa boîte à être politisé. Pas à long terme. Je suis à peu près certain qu'à long terme, c'est pas une excellente idée. Je pense qu'encore une fois, le rôle d'un entrepreneur, c'est d'offrir le meilleur produit et la meilleure expérience à ses clients et de leur délivrer ça de manière consistante. Grâce à ça, ils gagnent de l'argent. Mais le fond du truc, c'est un super produit de manière consistante. Les gens sont contents, ils recommandent. Les gens sont contents, ils recommandent, ils rebossent. Je crois que c'est ça le fondement. Je ne pense pas que ce soit rationnel d'être politisé. Et je crois que, j'ai même envie de dire un truc un peu bizarre, je crois même que si demain tu veux être en politique, c'est pas la meilleure option d'être politisé. Je pense qu'il faudrait que la politique arrête d'être politisée. Alors tu vas me dire, c'est complètement débile ce que tu dis. Non, mais au contraire. Ce que j'entends par là, c'est un peu moins d'idéologie et un peu plus de rationnel. Exactement. Exactement. Je pense qu'il faudrait petit à petit baisser le niveau d'idéologie dans la politique pour gouverner et tenir les pays de manière rationnelle, pragmatique, chiffrée. Et ça, c'est extrêmement important. Ça n'empêche qu'on peut avoir un souhait de société. Ça ne veut pas dire, oui, il faut couper la sécurité sociale, par exemple. Et j'ai entendu des gens dire ça, mais non. Enfin, on peut choisir un idéal de société, et une fois qu'on a défini un idéal de société, la manière d'y aller doit être purement rationnelle, à mon avis. Pour la sphère privée, ce que je pense, c'est que dans le B2B, je pense que c'est une erreur. Je pense que ça apporte pas grand-chose. Dans le B2C, ça peut être intéressant, mais à condition, parce que quoi qu'il arrive, à partir du moment où on est politisé, dans le B2C, on va être capé. Il y a forcément une échelle, enfin, au-delà de laquelle on ne pourra pas aller, puisque on s'adresse qu'à une frange de la population, donc c'est impossible. Donc je pense que dans le B2C pur, les boîtes qui se disent, OK, bah moi je crée quelque chose qui fait, je sais pas, 10 millions de CA, peut-être que ça peut être une force d'être politisé. Parce qu'ils vont pouvoir créer un engagement de dingue derrière leur marque et parce qu'ils n'ont pas cette ambition forcément de toucher la terre entière. Donc dans ce cas-là, je pense que ça peut être intéressant, ça peut être une stratégie d'engagement communautaire, d'engouement, de branding fort, impactant. Mais à part dans ce cas précis, je pense que c'est une erreur. Que ce soit dans le B2B, là, je pense que c'est une erreur. Et ensuite dans le B2C, à partir du moment où on veut pas être capé, à partir du moment où on a l'ambition, on se dit OK, je veux créer quelque chose qui puisse toucher et impacter beaucoup plus de personnes. Totalement. Ok. Dernière question sur le sujet rapidos. C'était celle que je t'ai posée au tout début. Une réflexion que moi je me fais, c'est que il y a cette mode de dire OK, vous avez une boîte, il faut absolument vous créer un média en front pour que vous puissiez toucher plus de personnes et propager votre marque beaucoup plus rapidement, contrôler vos coûts d'acquisition, etc. Seulement, tous les médias sont plus ou moins politisés. Est-ce que finalement, du coup, les marques qui basculent vers du média sont condamnées à eux-mêmes se politiser? Je pense que c'est pas obligatoire. Je pense que c'est une erreur et un piège dans lequel ils peuvent tomber relativement facilement, malheureusement. Mais je pense que ce n'est pas ni obligatoire ni automatique. Je pense que c'est facile, si on fait un peu l'effort de le faire, de tenir un discours apolitique. Et on peut même, comme j'estime comme on le fait nous, tenir un discours sans forcément rentrer dans le
en essayant de rester pragmatique, en essayant de prendre du recul par rapport au sujet dont on discute. Et donc, si tu veux, je pense que c'est pas obligatoire. Par contre, je pense que c'est un piège auquel elle s'expose. Mais je pense qu'aujourd'hui, par contre, d'un point de vue purement stratégique, là où moi je suis à peu près sûr, c'est que le média pour une société et la communication médiatique au sens large du terme, peu importe la forme qu'elle revêt, est un truc hyper important pour les sociétés. Je pense que c'est drastiquement important. Totalement d'accord. Tu vois, je viens de faire de la presse. Je viens de faire de la presse pour la première fois de ma vie. C'est-à-dire, tu as été interviewé par un journaliste? Non, on a fait des articles sur la boîte et sur notre manière de fonctionner dans des journaux spécialisés, notamment à l'île Maurice. Et donc, dans les 2 plus gros journaux de l'île Maurice, on a on va dire une interview, mais alors pas interview de moi, mais au sens interview de la boîte, de qu'est-ce qu'on fait, de qu'est-ce qu'on apporte à l'économie là-bas. Bref. T'as payé ou pas pour ça? Alors, il y en a un qu'on a dû payer, l'autre qui a été où on a été, enfin, ils nous ont demandé de le faire. Ok. Donc, et juste par curiosité, vous avez payé combien? Ou alors une tranche, je sais pas si tu peux le dire. Mais... Je peux te donner, alors pour être très honnête, je vais dire une phrase qui peut paraître bizarre, mais je suis plus en contact direct avec ça, donc moi je connais mon budget marketing là-bas. Je peux pas te donner le prix exact lié à ce sujet précis. C'est dans un bundle dans lequel il y a le fait de communiquer sur le programme dans l'aéroport, enfin bref, de tout le bordel. Et tout le bordel, on parle de à peu près 150-200 000 euros, si tu veux. Ok, par an. Par projet, donc non, c'est plutôt 5 fois ça. Ok. T'es un peu moins, grosso modo, à l'année, t'es à 700-800 000 de communication. Ok. Et ensuite, je pense que ça, tu dois être de l'ordre d'une quinzaine de milliers d'euros pour celui qui a été payant, du coup. Ah ouais, quand même, pour un article dans un journal. Pour un article dans un... Alors, attention, hein, à remettre quand même dans le contexte, c'est comme si ici, on avait publié dans Le Monde, quoi. Okay, c'est pas un journal spécialisé? Si, mais le problème, c'est que là-bas, le journal spécialisé sur l'immobilier, c'est le truc le plus lu. Ok, ah ouais, donc c'est pas Le Monde, c'est comme le Figaro, je me suis mal exprimé, c'est comme le Figaro Immo, sauf que ce serait encore le truc, c'est comme si on avait écrit dans le Figaro Immo dans les années 90. Ok. Voilà, pour la faire la plus proche possible de la réalité, tu vois. Ok, stylé, intéressant. Donc voilà, donc non, c'est des coûts assez vénères, hein, quand même. Mais du coup, je t'ai coupé, tu parlais de cet article. Et donc je disais, donc je disais, le média, la communication, même si nous on est une boîte, tu vois, qui est, on communique pas beaucoup en fait, fondamentalement, et ben on se rend compte que quand on le fait, il y a des retombées et que c'est quelque chose qui est de plus en plus important parce que les gens attachent de plus en plus d'images à la preuve sociale, à tout ça. Par contre, le truc c'est de ne pas tomber dans le piège d'un côté, en effet, politisé, notamment quand tu le fais sur les réseaux et que tu le fais entre guillemets tout seul. Ça peut être ton équipe, mais ce que je veux dire par là, c'est toi qui donnes les ordres. Ok, ouais. Et pourquoi est-ce que vous créez pas votre propre média d'ailleurs? Parce qu'on peut pas tout faire et que tu te rends quand même compte que quand tu lances tout ce qu'on a lancé là-bas, quand tu ouvres 2 pays supplémentaires, quand tu as tes OP françaises, tu vois, qui doivent tourner. Quand tu as ta partie financement, quand tu as ouvert, tu sais, un réseau et un rachat, enfin, par rachat et organique de réseau d'agences, et que tu as fait tout ça dans les 2 dernières années, enfin, tout ça, non, parce qu'il y avait la tech qui avait été enfin, on bossait depuis longtemps, mais on va dire que dans les 2 dernières années, tu as eu une vraie grosse croissance. Il y a quand même beaucoup de mailles à gérer, si tu veux. Ouais, et ça a quand même été très... on fait les choses étape par étape, et je pense que c'est là où il a fallu faire des choix. Je ne sais pas si c'était le meilleur choix stratégique, on aurait pu aller plus vite sur des trucs, mais d'un autre côté, en allant
poil moins vite sur, on va dire, la reconnaissance auprès du grand public. On est allé plus vite sur l'orga et la mise en place, et donc on est un peu plus solide. Pour autant, et pour être, tout le monde sait qu'on est très transparent sur ce podcast. Pour autant, l'organisation reste très compliquée, tu vois. C'est quand même un gros bébé à piloter. Donc on a rajouté du monde, donc on a rajouté des gens avec de l'expérience, on a rajouté des gens qui sont de vrais managers que je pensais pas un jour recruter, tu vois. Moi, j'étais dans ma tête encore à me dire, tu peux gérer ça comme une startup. Il y a un moment où tu es obligé de prendre des choix différents, tout en gardant un modèle très startup, mais tu es obligé de faire des choix un peu différents. Et donc oui, ça fait partie. Alors un média, je sais pas si on peut l'entendre comme un média, mais en tout cas, publier beaucoup plus de contenu et tout ça fait partie des priorités et du plan stratégique. Tout cette première étape qu'on a faite externalisée entre guillemets, mais qui a très bien marché et de laquelle on est très content. Très clair. Voilà. Bah écoute, je te propose de conclure sur les 3 actus. En bref. C'est parti. Alors, 3 actus. La première, c'est Disney qui mise sur les croisières. Donc, Disney inaugure le 6e navire de sa flotte. Il s'appelle le Disney Treasure Disney Treasure, tout simplement, pardon. Ça part de Floride pour rejoindre les Caraïbes. Et ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise a relancé sa filiale croisière en 2022 et maintenant souhaite se positionner sur le segment premium. Et le succès des croisières Disney témoigne de la force du tourisme d'expérience. Pourquoi c'est une actu que j'ai trouvée pertinente? C'est que on assiste quand même depuis plusieurs années à une explosion de tous les business autour de l'ultra expérience. On en avait pas mal parlé aussi dans ce podcast. Ultra expérience et business type divertissement aussi. Je sais qu'il y a pas mal d'Américains qui sont en train d'investir en ce moment dans des entreprises de golf, parce qu'ils se disent peut-être que dans un monde où on va bosser de moins en moins, peut-être que tout ce qui va concerner l'expérience et le divertissement, eh bien, va prendre de la valeur. Et moi, je suis persuadé d'ailleurs que bon, là, il y a Disney qui a lancé carrément sa croisière, mais je pense que on peut voir arriver plus tard carrément des restaurants Disney au-dehors même des parcs, où finalement on verrait une expérience Disney version miniature. Dans nos villes, dans certains clubs, dans certains restaurants. Première actu, est-ce que tu veux rebondir dessus ou pas? On avait aussi parlé de l'IMO à concept il y a quelques semaines. Donc je confirme complètement ce que tu dis. D'après moi, le 1-1-1 à concept, peu importe, ça c'est un truc qui marche vraiment. Pourquoi? Parce que aujourd'hui les gens cherchent des expériences. Les gens cherchent notamment à se changer les idées et tout ça. Et je pense que ce sont des business qui peuvent permettre de vite scaler et d'avoir de très bonnes rentabilités. Alors la question ce sera, est-ce que ça va être périn? Je te donne un exemple ici, dans le studio qu'on a ouvert de podcast. Le truc marche méga bien. Quelque part, c'est de l'IMO à concept, avec un concept dessus de podcast. Est-ce que ce sera périn dans 10 ans? Je peux pas te dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, et donc à moyen terme, parce qu'on est booké sur un bon moment, à court et moyen terme, c'est un truc qui cartonne, et ça sera la même chose, à mon avis, sur les croisières à thème, c'est la même chose sur les restaurants à thème, c'est la même chose sur les activités, type, maintenant, il y a des salons de poterie qui ont ouvert, j'ai pris ça parce que je le sais, mais des salons de création florale. Enfin, il y a plein de trucs où les gens cherchent des concepts un peu inhabituels. L'autre jour, c'était il y a un moment quand même, mais je suis allé faire du lancer de hache ou du lancer de nunchaku, tu vois, ou de shuriken, ou de je sais pas quoi, enfin, c'est des toiles de ninja, là. Bref, anyway, c'est des trucs qui marchent très bien, le truc était plein à craquer, tu vois. Bref, il y en a de plus en plus, c'est un truc qui marche de mieux en mieux, les gens cherchent du divertissement et les gens aiment bien quand même un peu, en ce moment, avoir du divertissement physique pour quitter un peu aussi, un peu Internet. Donc je pense que, sans que ça fasse tomber le divertissement en ligne ou quoi que ce soit, mais pour autant, il y a de la place pour du divertissement physique. Et donc, je pense d'ailleurs pardon, oui. Non, donc je valide complètement, cette actu, je la trouve très cool. On en parlait dans le sanctuaire. Je pense que on a vu les studios de podcast qui ont vachement décollé. Je crois qu'on va avoir des studios, et ça a déjà vachement commencé aux États-Unis, des studios de tournage un peu à la demande qui vont aussi décoller parce que on veut pouvoir reproduire une expérience très spécifique. Par exemple, les studios type chambre d'adolescent, on va venir faire des blagues devant son téléphone, ou alors des studios devant une librairie ou que sais-je. Donc pas uniquement des studios
pensés pour le podcasteur, mais aussi des studios pensés pour le MrBeast qui a besoin d'un écran vert géant ou alors d'une scène spécifique. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à jouer à ce niveau-là parce que c'est de moins en moins dédié aux gros studios de production, aux gros films ou que sais-je. Monsieur et tout le monde commence à faire du contenu de haut niveau et donc il faut aussi pouvoir leur proposer ce type de concept. Voilà, j'en parle beaucoup. Je pense que ça va émerger et quelques youtubeurs aux États-Unis ont commencé à racheter pas mal d'espaces immobiliers justement pour transformer des pièces entières en studio de tournage. Carrément. Voilà pour la news. Seconde news, Applovin, que je ne connaissais pas. Tu connaissais ou pas, Applovin? Je ne connaissais pas du tout, mec. Et alors ça, c'est une véritable dinguerie. Mais vas-y, je te laisse finir. Mais j'étais sur le cul quand j'ai découvert ça. C'est une entreprise californienne qui a fait plus de 720% en bourse sur l'année, donc ça a dépassé les 208% de Nvidia. Applovin dépasse maintenant les 100 milliards de valorisation grâce à ses activités dans le jeu mobile. Et en gros, pour expliquer très rapidement ce qu'ils font, c'est une sorte de business manager, mais pour les jeux vidéo, un peu les taboulas pour les personnes qui connaissent, mais niché jeux vidéo. Et ça a vraiment décollé. Et je crois que c'est un positionnement qui est génial. Alors, c'est une boîte quand même qui date de 2012. Hein. Je connaissais pas, mais elle a quand même plus de 10 ans dans le coffre. Mais dans un monde qui se gamifie de plus en plus, on passe de plus en plus d'heures à jouer aux jeux vidéo. On ne sait pas si un jour le métaverse va réellement devenir mass market ou pas. Enfin, si ça va vraiment se démocratiser, si on va vraiment vivre dans un métavers. Mais quoi qu'il arrive, les jeux vidéo décollent et donc forcément, il y a des opportunités en termes de sponsorisation de ces jeux vidéo-là. Et donc, avoir un intermédiaire qui justement fait la mise en relation entre tous les joueurs et entre les studios de jeux vidéo qui ont besoin de promouvoir leur jeu, bah ça cartonne. Et en l'occurrence, cette boîte cartonne bien. Ouais, complètement. Donc, je crois que c'est la plus grosse, ouais, tu l'as dit, la plus grosse croissance de l'année. Enfin, c'est incroyable. Pour une boîte dont tu connais même pas le nom, bah, c'est assez extraordinaire. Tu vois, comme quoi, des fois, tu peux acheter des trucs. Si t'es bien renseigné, que tu connais bien le milieu, t'as quand même de belles opportunités. Parce que là, je pense que, j'ai pas fait le calcul, mais 1000 balles investies dessus, ça veut dire que tu multiplies par 70 ou un truc comme ça. Enfin, ouais. Donc, pas mal. Mais pourquoi ça a autant explosé cette année en particulier? 720% quand même. Je n'en ai pas la moindre idée. Je pense que déjà tout le marché US a été porté. Donc les gens ont cherché des investissements US tech. Pourquoi plus que ça, je sais pas. Nous en France, alors c'est un peu différent, mais on a Vodoo qui, tu sais, avait racheté Biril. On avait fait un épisode dessus et tout ça. Et je pense qu'il doit avoir un business model qui doit être à peu près équivalent, sauf que eux, ils éditent les jeux. Mais en allant sur le site de Applovin, je me suis rendu compte que eux aussi avaient un studio de jeux qu'ils avaient racheté pour poster leur propre. Donc en fait, tu vois, bon an mal an l'un dans l'autre, je pense que les modèles sont assez équivalents. Il faudra voir est-ce que ça pousse Vodoo en bourse en France. Ce serait beau. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a mon frère en ce moment qui est dans la Silicon Valley et l'une des personnes dans son coworking est en train de développer le TikTok des jeux mobiles. Et le concept, il est très simple. Tu vois, tous les jeux absolument addictifs sur les jeux mobiles absolument addictifs, dans lesquels on passe quelques minutes par jour, mais on s'est obligé de refaire des games et des games et des games. Ouais. Quelqu'un a pensé exactement la même chose, mais version TikTok. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu scrolles, t'as un nouveau jeu mobile qui nous rend totalement addicts. Et puis à chaque fois que tu scrolles, c'est la même chose. Je pense que l'idée est vraiment cool. Alors, en termes de destruction de l'attention, je pense qu'on est pas mal, mais je trouve que l'idée en tant que telle est hyper intéressante. C'est sûr que c'est de la destruction de cerveau organisée. Mais oui, je vois bien pourquoi ça pourrait marcher. Dernière news, Puma et Bumble qui vise les célibataires sportifs. Alors Bumble, pour ceux qui ne connaissent pas, est une application de rencontre qui cherche à concurrencer Tinder dans un marché qui est de plus en plus en baisse. Les deux marques sont maintenant partenaires pour organiser un événement de running à Bangalore. Parce que Puma veut aussi cibler un public plus jeune et gagner en visibilité. Et Bumble, ce qui est surtout intéressant dans le contexte actuel de la chute des applications de rencontre, c'est que il vise sur la popularité des activités à l'extérieur pour gagner des utilisateurs. Et en fait, on a pu le voir avec Timeleft, qui est une application. Ils se vendent un peu de plus en plus quand même comme une application de rencontre, mais pas forcément amoureuse aussi amicale. Les applications de rencontre, de manière générale,
évolue. Et finalement, puisque les plus belles rencontres sont celles que l'on fait de manière à minima spontanée, mais au mieux à l'extérieur, donc finalement, organiser des courses, organiser des réunions où on va faire du sport ensemble, alors des événements comme excuse pour faire rencontrer des personnes, je trouve ça super intéressant. Et derrière, on pourrait imaginer pas mal d'idées aussi d'applications de rencontres finalement où c'est pas juste on swipe et c'est bon, mais des concepts du type c'est un week-end complet, 48 heures, tout frais payé, on est 15, 20 dans une villa, je sais pas trop. Et finalement, c'est là où il y a des affinités qui pourraient se créer. Ou alors d'ailleurs d'autres choses, je dis des bêtises, mais imagine finalement une application qui met en relation un expat ou une expat qui souhaite apprendre la langue d'un natif. C'est une mise en relation avec comme grande idée, vous allez apprendre la langue de l'autre et finalement forcément ça va créer du lien de la relation. Donc je pense que le futur des applications de rencontre vont se baser sur une relation qui ne va pas être initialement motivée par rencontre amoureuse, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, mais plus par quelque chose du type on va fuir l'isolement et puis en fuir l'isolement on va aller dans un bon restaurant, dans ce restaurant on va discuter avec des personnes, il va y avoir vraiment un lien qui va se créer et derrière ce lien on va pouvoir se transformer en autre chose. Donc voilà, je trouve qu'il y a un shift qui se passe, qui se construit en ce moment dans les applications de rencontre, dans les rencontres de manière générale, qui est aussi intéressant puisque ça ouvre d'autres possibilités, d'autres opportunités. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai jamais utilisé d'appli de rencontre, donc je ne saurais pas trop te dire. Je connais pas bien ce truc-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout le business des collabs, c'est un truc qui a vachement bien marché. Je pense que ça continuera à bien marcher parce que les gens aiment bien voir des associations. Alors, je pense qu'on a un peu perdu, tu vois, l'effet vraiment qu'il y avait en 2015, 16, 17, où quand il y avait des collabs, c'était trop stylé parce que c'était la première fois que des marques collaboraient, machin. La première fois. En tout cas, c'était la première fois que c'était vraiment bien médiatisé, machin. Pour autant, je pense que c'est toujours un truc, tu vois, qui va marcher et ça fait du sens de. Les applis rencontres vivaient une période difficile. Je crois que tu t'en avais parlé dans une des newsletters. Vivaient une période difficile et vivent peut-être encore une période difficile. Et je pense que c'est un truc qui peut être cool pour elles de changer un peu, d'ouvrir un peu les concepts, d'être un peu moins, on va dire, centré sur vraiment purement la rencontre et donc de devenir un peu plus lifestyle. Je pense que ça leur fera du bien. Je pense pas que ça change fondamentalement la face du monde, mais je pense que ça fera du bien à ces apps. Clairement pas, ça va pas changer la face du monde, mais en effet, ça va permettre d'avoir un shift dans les usages. Ok, écoutez, c'est la fin de ce podcast. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous invitons à vous intéresser au Sanctuary NBS. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description pour en savoir plus et puis derrière candidater. Le concept il est très simple. On réunit des personnes qui font entre 100 000 euros par an de chiffre d'affaires et plus de 20 millions par an de chiffre d'affaires dans un même groupe. Tout le monde a accès à absolument tous les membres et puis les membres on les organise aussi par petits groupes de 5 au sein desquels on fait des appels tous les 15 jours pour chacun d'entre nous parler de nos problématiques et obtenir de l'aide de la part des autres membres. C'est une sorte d'intelligence collective / groupe de thérapie business qui est très sympa. Aujourd'hui, on a une petite trentaine. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Et puis, on espère que ce nouveau format, puisqu'on a quand même testé un nouveau type de format, vous plaît. Je vais également essayer de bosser davantage le montage cette fois-ci, davantage le thumbnail. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire des retours sur ces différents points. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.